Salut les miraculeurs, ici Octolady et bienvenue sur ma chaîne. On termine aujourd'hui les reviews de la saison 3 de Miraculous, du moins pour l'instant, avec, pour finir la série des 5 Graals, l'analyse du double épisode final, le combat des Miraculous. Un double épisode plein d'émotions, de bastons, de héros et enfin d'avancées concrètes dans le carré amoureux. Enfin! J'ai lu et entendu tellement de critiques concernant ces épisodes que je ne pouvais pas m'empêcher à mon tour de donner mon avis. Sachez déjà que de manière globale, je n'ai pas été déçue par les épisodes, je ne les ai pas trouvés nuls, ni ne me suis dit que ceci était un mauvais season final. Après, ça ne veut pas dire que je n'ai pas pensé que d'autres auraient pu remplir également ce rôle. Comme je l'ai dit, pour moi, les 5 derniers épisodes ont tous l'étoffe de saison finale à leur échelle. Mais trêve de bavardage, parlons du combat des Miraculous. Comme pour la trilogie du combat des reines ou du jour du héros, je vais traiter les épisodes comme si cela n'était qu'une seule et même entité. Donc, rappelons-nous que le but du papillon depuis le début de la saison est non seulement certes de récupérer les Miraculous de nos deux héros, mais surtout depuis quelque temps de réussir à trouver le gardien. On se rappellera de l'épisode Le Marchand de Sable, Rebroustan, ou évidemment plus récemment Festin. Et cette quête voit son aboutissement arriver dans le season final. On remarque avec celui-ci que beaucoup des actions du papillon étaient toutes écrites pour aboutir à ce but. Notamment toutes les actions développées autour de Chloé. Bien sûr, on pense de suite à Miraculeur, mais il ne faut pas oublier toutes les fois où Chloé a été bafouée durant cette saison. Et évidemment, tout cet acheminement lui aussi trouve un point final dans ce season final. Commençons donc par parler des bad guys dans cette première partie, avant de nous intéresser un peu plus tard à nos deux héros. C'est l'anniversaire du couple bourgeois ce jour-ci, et comme nous l'avions compris depuis la saison 2, si une famille est bien susceptible d'aider le papillon en quasi toute circonstance, c'est bien les bourgeois. Gabriel, ne pouvant se rendre directement à la réception comme à son habitude, a chargé Nathalie de livrer un cadeau bien spécial au couple, une cape d'amour. Une cape spécialement designée par Gabriel pour le couple, et qui évidemment se porte à deux. Maintenant que Gabriel a bien assimilé qu'il pouvait akumatiser 2 personnes à la fois s'il touchait le même objet, il ne s'en prive plus. Forcément, Audrey et André se disputent et Papillon finit par les akumatiser en mange-amour. Et là, j'entends déjà les premiers fans hurler, car dans le premier résumé fuité de mange-amour, celui-ci nous parlait d'un cerbère en tant qu'akumatisé. Et nul doute que le terme a tout simplement été mal choisi. En effet, un cerbère, outre le fait d'être un chien à 3 têtes dans la mythologie grecque et dans Harry Potter, c'est avant tout un gardien, un portier. Et de toute évidence, Mange-Amour ne remplit aucun de ces critères. Donc oui, vous avez le droit de vous offusquer du terme cerbère utilisé par le résumé, mais encore une fois, ce terme n'a été utilisé que dans le résumé d'RTS ayant fuité sur le web au début de la saison 3. Si personne n'avait lu ce résumé, personne ne se serait attendu à un cerbère. Bref, donc l'œuf double face que l'on appellera Mange-Amour se met dans l'idée de manger tout l'amour de Paris. Ouais, c'était compliqué comme concept. Mais le plan du papillon ne consistait pas juste à akumatiser les bourgeois, loin de là. En réalité, dans ce même laps de temps, Nathalie était partie débrancher le bisignal de Chloé, la rendant incapable de contacter Ladybug. Oui, parce qu'il faut savoir que Chloé est incapable de rebrancher quelque chose. Car évidemment, et contrairement à ce que laissait penser l'épisode Miraculeur, Chloé cherche toujours à redevenir Queen Bee. Ladybug passe devant elle en allant chercher les Miraculous, alors que Chloé lui demande, l'implore presque de lui rapporter son Miraculous. Et pendant ce temps-là, Papillon et Mayura trouvaient enfin, après des mois de recherche, Maître Fou ainsi que la boîte des Miraculous qu'ils gardaient. S'ensuit un micro-combat entre les 3 personnages qui se conclut par une touche douce amère. Maître Fou se protège derrière son bouclier, mais Mayura et Papillon, à force de taper dessus, arrivent à le fissurer et décident de l'emmener avec eux. D'ailleurs, Maître Fou en profite pour bien rabaisser le papillon en lui rétorquant qu'il n'a probablement rien appris depuis qu'il maîtrise son Miraculous, vu qu'il n'a pas été fichu de capter que Maître Fou lui aussi ne dépendait pas d'une limite de temps. Et une fois le gardien capturé et la boîte en sa possession, la suite de son plan concernait évidemment, vous l'avez deviné, ou vous avez vu l'épisode, Chloé. Afin de combattre Mange-Amour, Ladybug doit faire appel à un nouveau héros, et dans sa tête 2 choix s'imposent, Kagami pour des raisons que nous évoquerons tout à l'heure, et bien évidemment Chloé, et spoiler alerte, elle ne fait pas le bon choix et court vers Kagami. Chloé voit alors Ladybug passer devant elle avec Ryuko, complètement impuissante. Quelle meilleure occasion pour le papillon pour l'akumatiser. Après tout, Chloé vient d'assister non seulement à un refus de la part de Ladybug, mais en quelque sorte à son remplacement. Aussi, cette fois, quand le papillon lui propose une alliance, Chloé est de suite convaincue. Nous avons donc 2 situations critiques. Le papillon a capturé Maître Fou et la Miracle Box, mais a aussi de nouveau akumatisé Chloé en Miracle Queen cette fois. Et quelle akumatisation! Combinée à la box, elle peut désormais contrôler tous les porteurs actuels. Ce qui ont sans doute compromet fortement leur avenir dans la série. Adieu donc Reina Rouge, Viperion, Pégase ou encore Roi Singe. Seul Carapace reste sauf car rappelons que Ryuko était déjà compromise dans tous les cas. D'ailleurs, on a le droit à une scène que j'ai trouvé vraiment cool concernant Chloé lorsqu'elle fait un petit commentaire sur chacun des porteurs. Pour moi, ça n'a pas de prix.
Surtout que les fans du ship plus Chloé apprécieront le petit commentaire qu'elle a fait sur le garçon. Lui, je ne le connais pas, il est mignon. Dommage que ses habits sortent d'une poubelle. Le fait que Kagami et Nino soient restés plantés comme des piquets parce qu'ils n'avaient pas leur Miraculous, c'était très sympa aussi. Je m'attarde un peu sur Miracle Queen juste pour dire que niveau puissance, elle doit quand même égaliser Papillon Écarlate parce que mine de rien, elle a quand même littéralement paralysé tout Paris. Du côté de notre grand méchant, si tout semble bien se passer, Mayura faiblit encore et nous donne le droit à de nombreuses scènes Mayumov très touchantes. Par contre, Mayura, t'es mignonne, mais au bout d'un moment, avoue-le que tu le fais exprès là. Non mais regardez-la, elle se jette littéralement dans ses bras que c'en est presque comique. Au final, pendant la quasi-totalité des 2 épisodes, ils restent tous les deux en haut du bâtiment, alternant entre Mamour et hahaha, tu as perdu Ladybug. Pour au final rage quit à la fin et partir avec sa princesse dans les bras parce qu'un vieux et 2 gamins d'à peine 15 ans ont été plus forts que lui. Je comprends, y a de quoi être en colère. En même temps, la nana sur qui il avait parié, ça reste Chloé, elle utilise les autres héros pour se battre et se protéger derrière eux. Globalement, on peut résumer le comportement de Chloé à un caprice. Si dans Miraculeur on l'avait évité de peu car Ladybug lui avait finalement donné son Miraculous, mais comme ici elle ne lui donne pas et en plus choisit quelqu'un d'autre, là c'est inadmissible, là c'est impardonnable. Et du coup elle décide de se tourner directement vers le papillon. Non mais attendez, je veux bien croire qu'elle ne soit pas contente de ne pas pouvoir redevenir Queen Bee, mais de là à nous faire une Lila, vous avez vu comment elle parle à Pollen en plus alors qu'elle lui a rien fait? J'aimerais revenir d'ailleurs sur le fait que beaucoup de personnes ont été déçues par le développement de Chloé. Beaucoup de fans ont affirmé et dit qu'elle a été gâchée et que tout ce qui avait été fait en saison 2 avait été avorté. Mais quand on y réfléchit bien, Chloé, elle a jamais vraiment changé. Elle a commencé à montrer des signes de changement, certes. Mais cela voulait-il dire pour autant qu'elle allait changer? Et puis, sérieusement, j'adore Chloé. Mais mis à part pour avoir la reconnaissance de Ladybug et de la reconnaissance en règle générale, pourquoi voulait-elle être Queen Bee? Pour changer? Jamais on ne l'a vu changer ou exprimer le désir de changer, et cela encore moins en Queen Bee. Chloé n'a pas changé, elle choisit égoïstement comme d'habitude. Non mais je sais pas, regardez son caprice à la fin où elle pense pouvoir mettre tous les Miraculous. Elle n'a même pas compris comment cela fonctionnait. Elle veut certes faire comprendre son mal-être à la personne qu'elle admire le plus et en qui elle avait confiance, mais vous trouvez vraiment que c'est la meilleure méthode? Vraiment? Même à la fin, lorsqu'elle voit ses parents de nouveau heureux ensemble, elle est dégoûtée car elle ne pourra pas aller à New York pour oublier Ladybug. C'est dingue quand même! Pour finir sur les méchants, je refais un petit aparté sur le papillon, car j'avais quand même oublié de préciser un petit truc. À la fin, il s'enfuit avec Mayura. Mais pas seulement. Nathalie, à bout de force, explique à Gabriel que dans la tablette qu'ils ont subtilisée à mettre fou, il y avait une traduction du grimoire. Celui-ci va donc leur permettre non seulement de pouvoir utiliser les pouvoirs très peu utilisés par nos héros jusqu'alors, mais surtout, et c'est le plus intéressant, il y avait le moyen de réparer les Miraculous. Et donc le plan final de la série, déjà c'est un plan de Gabriel donc ça vaut tout l'or du monde, mais surtout c'est un plan le montrant fier d'avoir effectivement réparé le Miraculous du Pan. Et là plusieurs questions se posent. Est-ce que l'état de Nathalie va-t-il demeurer si elle n'utilise plus le Miraculous? Est-ce qu'il va s'améliorer? Gabriel avait l'air déterminé à ne plus lui donner le Miraculous. Est-ce que cela voudrait-il dire que Mayumov, et là je parle bien de la fusion, de l'amalgame du personnage, deviendrait canon en saison 4? Parce que ça fait plusieurs mois que je bave littéralement sur ce fanart représentant le papillon fusionné avec le pan, et je me dis que c'est enfin possible grâce à ce saison final, et mon dieu, je jubile. Bon, nous avons parlé des vilains, parlons à présent des gentils, parce que mine de rien, il y a beaucoup à dire sur eux. Un truc est certain, Marinette en a bavé dans ce saison final, elle s'est pris l'équivalent de toutes les saisons sur le coin du nez, et le fandom aussi. L'épisode s'ouvre sur un discours de Marinette vraiment sage. Nous avons enfin le droit à un dialogue entre nos 2 héros. Un dialogue où Chat Noir commence par dire qu'il a une petite amie. Et déjà les avis de la communauté divergent. Quand sa Ladybug lui avoue être contente pour lui, Chat Noir lui fait remarquer que ce n'est pas cool du tout et qu'il a seulement dit cela pour la rendre jalouse. Ici, 2 compréhensions de la scène est possible. Soit Chat Noir est effectivement en couple, et comme il le dit à sa Lady pour voir comment elle réagit à la nouvelle, soit il ne l'est pas, elle lui a juste dit ça pour la tester. Parce que, effectivement, si nous n'avons pas pu voir la concrétisation du couple Adrigami dans les épisodes précédents, dans cet épisode, le rapprochement est évident. L'épisode s'enchaîne sur Luca qui manifestement a trouvé un job chez Deliveroo et qui a une révélation en pleine livraison. Notre lover se rend chez Marinette qui doit rejoindre ses parents travaillant en tant que traiteur chez les bourgeois ce jour-là. Il la sauve d'une de ses énièmes maladresses avant de lui dire qu'il a bien trop trouvé l'accord parfait pour elle. Marinette est perturbée parce que, bon, mine de rien, elle n'a jamais vraiment répondu à sa déclaration. Il lui dit qu'il peut encore améliorer la mélodie, comme une métaphore du fait qu'il voit bien que Marinette n'est pas encore tout à fait prête. Il la dépose ensuite en l'emmenant derrière lui à vélo. Ah, je vous l'avais dit, les fans de Chip, bienvenue dans cet épisode. Elle le gratifie d'un petit bisou, genre oui parce que bon, voilà.
et fait sa première gaffe en apercevant Kagami et Adrien qui n'ont manifestement pas le droit de se mêler à la populace. Non mais regardez ça, genre pourquoi ils sont venus si c'est pour rester assis entre quatre yeux? Enfin, voyant Marinette en détresse, les amoureux décident d'aller l'aider, après bien sûr avoir passé leur portail de sécurité. Aidés par Marinette, ils décident tous les trois de s'enfuir afin d'échapper à la cérémonie. Une scène de liberté pour nos trois amis qui m'a paru vraiment revigorante. Les voir s'amuser tous les trois était vraiment très rafraîchissant et surtout, encore une fois, bourré de métaphores. Marinette et Kagami ont mis leur rivalité de côté pour devenir de vrais amis. Quant à Adrien, cela montre deux choses, soit c'est quelqu'un de très naïf et qui considère les deux jeunes filles comme égales, soit c'est une métaphore de son indécision encore une fois. Je penche évidemment pour la seconde option. Vient ensuite la fameuse scène où Marinette a les cheveux détachés avec cette phrase « Waouh, je t'avais jamais vu avec les cheveux lâchés !» Ouais, je sais, moi aussi j'ai mal au cœur. Kagami et Adrien la bouffent ensuite littéralement des yeux, je trouve ça juste énorme et je dis vive le Cagadrinette hein. Au pire, laissez tomber Adrien, de toute façon il comprendra que dalle. Nous retrouvons ensuite, vous vous en doutez, mon personnage favori. C'est moi André, André le glacier, des amoureux de Paris. Tuez-moi. Et là c'est le moment de faire ma grosse rabat-joie. Alors déjà de base, les glaces à partager, je trouve ça vraiment niais. Et secondo, moi je partage pas ma glace déjà. Donc le gars là, il voit qu'ils sont trois amis d'accord. Il nous décrit chacun des chips. Adrigami, en gros, ce sont les mêmes. Kagadrinette sont opposés et Adrinette se complètent. Déjà le gars t'explique clairement que là-dedans, il y a qu'un seul couple qui fonctionne, alors que bon, c'est pas ses affaires. Mais en plus il se dit pas, tiens, je vais leur proposer un parfum pour tous les trois. Non, parce que si vous n'avez pas compris, globalement, il leur propose un seul cornet, pour deux, avec un parfum clairement déterminé par un chip, pour tous les trois. Non mais il y a que moi que ça énerve, je sais pas moi, respecte tes clients un minimum. En plus Marinette t'en fait la demande. Mais c'est quoi ton problème mec? Tu peux pas leur faire 3 petites coupes de glace avec un parfum chacun? Ce personnage me sidère. Pire commerçant et mec de tous les temps. Vous voyez Solitaire, elle a Endeavor et Fuyushit, ben moi j'ai André. Bref, après cela, comme ce type est vraiment un abruti, il force Marinette à devoir faire un choix, et que comme Marinette a grandi dans cette saison, elle décide, métaphoriquement encore une fois, de choisir la combinaison d'Adrien et Kagami afin de les laisser seuls, et de symboliser le fait qu'elle abandonne enfin ses sentiments pour lui. Et en plus, après cela, André se permet de lui dire « Tu es sûre, Marinette? Mais sérieusement mec, tais-toi. » Malheureusement pour elle, pas le temps de se remettre de ses émotions car Mangeamour est déjà dans le coin. Perturbée par tout ce qui vient de se passer, Marinette ne fait pas attention à Chloé, et si elle aperçoit Mayura la suivre avant de la semer, elle ne pense pas au fait que le papillon était aussi de la partie. Elle trouve donc Maître Fou sans s'être détransformée au préalable. Première erreur donc, sûrement celle dont nous parlait le résumé. Sa seconde erreur fut bien évidemment de choisir Kagami comme porteuse, surtout qu'elle était techniquement dans la même situation que Chloé niveau identité. Pour Maître Fou, la suite, vous la connaissez. Mais pour notre héroïne, eh bien non contente d'avoir fait 2 erreurs monstres, elle décide en plus d'empêcher Adrien et Kagami de s'embrasser, avant d'avoir une petite conversation avec cette dernière. Et là encore, Kagami montre qu'elle est so precious. Elle dit qu'effectivement, Adrien et elle sont faits pour aller ensemble, mais elle sait que ça risque de blesser Marinette, ce qui l'embête un peu car c'est sa seule véritable amie. Mais pour autant, elle ne renoncera pas à Adrien, et je l'admire pour ça. Autant Marinette sacrifie tout pour Adrien, sa dignité, son sommeil, son argent, son temps. Autant Kagami, elle, est prête à sacrifier la seule amie qu'elle n'ait jamais eue et à laquelle elle tient pour lui. Franchement, chapeau. Lorsque Chat Noir rejoint le combat, son comportement envers Ryoko est très suggestif parce que, encore une fois, en Chat Noir, il se permet de faire plus de choses qu'il ne peut en Adrien. Et cela ne demande pas de faire réagir Ladybug. Certes, elle est jalouse, mais pas parce que c'est Chat Noir, parce que c'est Kagami. Elle a renoncé à ses sentiments pour Adrien, pour le laisser avec Kagami, alors maintenant, même si son partenaire commence aussi à s'intéresser à elle, ça va vraiment pas le faire. Le combat s'engage contre Mangeamour, mais comme vous le savez, ne se terminera jamais car Papillon passera son pacte avec Chloé entre temps. Kagami retourne auprès d'Adrien et s'ensuit un dialogue où elle fera clairement comprendre à Adrien ce qu'elle pense de leur relation. Par contre, lui ne semble pas vraiment sûr, il recule lorsqu'elle tente de l'embrasser et lui dit qu'il n'est pas prêt. Et Kagami est un poil vexé, sachant qu'avant que Ladybug ne les interrompe, il était pas trop en train de reculer le bougre. Donc forcément son hésitation la met un peu dans l'incompréhension. Puis tandis qu'elle se fait piquer par une guêpe de Chloé, Marinette, elle, pleure dans les bras de Lucas en lui balançant limite qu'elle est Ladybug, mais comme de toute façon il a tout compris depuis le début. Ah Lucas, ce chevalier servant qui arrive toujours au bon moment, lui qui est tellement prêt à tout pour Marinette qu'il laisse littéralement tomber sa guitare au sol pour la prendre dans ses bras.
Et que se passe-t-il ensuite? Je vous le donne en mille. Marinette le repousse en s'excusant, forcément. Mais elle demande tout de même à Lucas de lui faire écouter sa chanson, et comme vous vous en doutez, c'est le retour des métaphores. Ici, Marinette accepte les sentiments de Lucas par cette demande. C'est pour cela qu'il lui demande « Mais tu es sûr que tu veux l'entendre? Je vois, tu penses toujours à Adrien, c'est ça? » Et là, je dis « Oui, Lucas. Oui. Ne te laisse pas faire, mon gars, parce que c'est bien beau d'attendre, mais faudrait pas qu'elle te prenne pour un con non plus. » Et c'est à ce moment-là que lui aussi se fait piquer par une guêpe. Tout commence donc à se recouper. Nos héros se retrouvent donc sous l'eau après avoir utilisé un pouvoir. Et oui, mesdames et messieurs, vous ne rêvez pas, ils ont utilisé un pouvoir. Le premier à l'écran de la saison, c'est fou. Les deux héros se rendent compte de la gravité de la situation et Marinette s'effondre. Après tout, tout est de sa faute. Chat Noir la rassure et elle récupère son assurance aussi vite qu'elle était partie. Vient donc le combat final, celui qui clôturera la saison. On aurait aimé se dire qu'il serait contre le Papillon et Mayura, après tout ce sont les grands méchants de la série. Eh bien non, ce sera un combat contre leurs potes les super-héros. Bon, j'avoue, c'est quand même plutôt stylé, et en plus on découvre enfin la fameuse Dragon Bug teasée depuis décembre de l'année dernière, ainsi que le fameux Snake Noir, une fois que Viperion a été neutralisé évidemment. Le combat s'achève en réalité très vite puisque Chloé n'est juste pas vraiment douée, et alors qu'elle essaye de faire fusionner tous les Kwami, alors qu'elle en est littéralement incapable vu qu'elle ne connaît pas leur nom, Chat Noir et Ladybug tentent de trouver un moyen de sauver Maître Fou, sans succès apparent car même le Lucky Charm semble inutile. Et là, il se passe la plus grosse action de toute la série, l'une des pires et meilleures à la fois. Maître Fou explique à Marinette qu'elle est la meilleure Ladybug qu'il n'ait jamais rencontrée, et afin de lui prouver, il décide de renoncer à sa possession de la Miracle Box. En tant que gardien, un pacte magique le scellait à la Miracle Box et il a décidé de le briser pour faire de Ladybug sa nouvelle gardienne. Suite à cela, la box change de forme et tous les Kwami, sauf Waze, sont aspirés à l'intérieur. Papillon comprend qu'il a perdu, allez savoir pourquoi, Chloé avait toujours la boîte et Ladybug était juste à côté, il suffisait de la capturer elle, mais bon. Donc il part avec Mayura dans ses bras, Marinette récupère la boîte auprès de Chloé et on entame la scène la plus triste de toutes. Et c'est là où je me dis que les gens qui ont dit « Mais pourquoi on aurait dû pleurer dans cet épisode en fait ?» Bah, je les comprends vraiment pas. Perso, à partir du moment où Maître Fou a légué la boîte, j'avais plus ou moins compris ce qui se profilait et j'ai eu les larmes aux yeux toute la fin de l'épisode. Ladybug et Chat Noir s'approchent de Maître Fou, pensant sortir triomphants de ce combat, et en un sens ils avaient pas tort, mais Maître Fou ne les reconnaît plus. En effet, léguer la boîte signifie renoncer à son rôle de gardien et tout ce qu'il implique. Ainsi, les souvenirs faisant partie à part entière de la vie d'un gardien, ceux-ci sont effacés. Le moment où l'on réalise que Maître Fou ne se rappelle plus de rien et ne pourra jamais se rappeler de rien était vraiment déchirant. Toute sa vie a été balayée d'un revers de main car il croyait profondément en Marinette et le poids de cette vie balayée repose maintenant sur ses frêles épaules. Après tout, Maître Fou a fait don de tous les Miraculous à la jeune fille, elle sera maintenant responsable de tous les pouvoirs et porteurs se trouvant sur Paris, ainsi que de son destin. C'est là que quand t'analyses la chose de façon très terre à terre, tu te rends juste compte qu'un vieux sénile a décidé de confier tous les pouvoirs les plus puissants d'un temple tibétain dont tout le monde se fout alors qu'il faudrait sûrement s'y intéresser vu qu'il vient de repoper de nulle part, à une gamine de 14 ans avec un sérieux syndrome de stalking aigu, en pleine remise en question amoureuse, qui se bat contre un quarantenaire sociopathe qui parle au cadavre de sa femme et qui n'arrive pas à tourner la page quant à sa mort, quitte à sacrifier une femme qu'il aime et le bien-être moral et familial de son fils. Bref, je m'égare. On reprend le discours philosophique du début et on se rend compte en fait que c'était une lettre de Fou depuis le départ, qui s'était donc préparé à léguer tôt ou tard la boîte à Marinette. Ouais, j'ai repleuré. On le voit partir aux côtés de Marianne, dont il ne se souvient pas non plus. Sérieusement, vous avez vraiment pas pleuré? Puis on a le droit au plan, à ce fameux plan qui a fait rager plus d'un fan, alors que perso, j'adore ce plan. Marinette et Adrien qui achètent chacun une glace et se séparent pour chacun rejoindre Kagami et Lucas. La cassure, enfin. Je suis vraiment dégoûtée de ne pas avoir pu poster ma théorie sur la déconstruction du carré amoureux à temps parce que sérieusement, ce qui se passe à la fin de cette saison était pour moi une évidence. Je vous la posterai sûrement en bonus, mais je trouve que cette fin était nécessaire. Ladybug et Chat Noir ont éclairci leur statut et son partenaire, tandis que notre héroïne décide de laisser son cœur se tourner vers Lucas, car Adrien a lui aussi pris des mesures quant à Kagami. La série avait besoin de cette rupture, elle avait besoin de casser la dynamique qui stagnait un peu depuis 3 saisons. Au final, même si ce ne sera sûrement que pour très peu de temps, Marinette et Adrien connaîtront le bonheur auprès de Lucas et Kagami, car ils auront suivi le conseil de Maître Fou. Évidemment, ils seront toujours irrémédiablement attirés l'un vers l'autre, et leur couple finira bien par se concrétiser un jour. Ce season final était pour moi le meilleur des 3, et rien que pour ça, j'ai déjà hâte d'être à la saison 4. J'avoue qu'une ellipse temporelle ne serait pas de refus à ce stade, cela ferait du bien aux personnages et à l'intrigue, ne serait-ce que de les faire passer au lycée. En tous les cas, j'ai hâte de retrouver nos héros dans leurs nouvelles aventures, on en reparlera dans 8 mois.
C'était tout pour aujourd'hui les Miraculeurs. Cette review clôturera en quelque sorte les reviews de la saison 3, bien que je compte faire une vidéo bilan comme l'année dernière. Je ne sais pas encore si je traiterai des 4 épisodes dont je n'ai pas parlé cette saison. Vous pourrez d'ores et déjà être quasiment sûr que la review de Chasseuse de Kwami sortira pendant l'hiatus car elle est déjà écrite, mais pour les autres je me tâte encore. Sachez que d'ici 2 semaines on entamera une nouvelle série sur ma chaîne, même si ça sera assez court, cela fera plusieurs semaines que je veux vous en parler et je n'en peux littéralement plus d'attendre. On se retrouve donc bientôt, en attendant moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.